Bonsoir à tous. Je suis là ce soir parce qu'il y a 3 ou 4 semaines, j'ai décidé de faire mon devoir patriotique à la demande du ministre du redressement productif. J'ai décidé d'acheter des produits made in France. C'est très modeste. Je ne suis pas sûr qu'en achetant moi-même des produits made in France, je vais redresser la France. Mais néanmoins, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, quand on est petit et quand on est modeste, on peut néanmoins et probablement sauver le monde, changer le monde. Imaginez ce qu'un tout petit moustique est susceptible de faire de votre nuit. Alors, je suis allé chez Renault, j'avais besoin d'une voiture, je suis allé chez Renault. J'ai été voir les Renault et je dis, écoutez, celle-là, elle me plaît bien, c'est une voiture Renault, made in France, c'est parfait. Est-ce que vous auriez l'obligeance de me la livrer au mois d'avril? Et il m'a dit, ah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juillet parce qu'elle vient d'Espagne, du Maroc, de Roumanie. Je lui ai dit, attendez, vous rigolez? C'est pas made in France, là. Ah non, ça vient d'ailleurs. Ah bon. Donc je suis allé chez Peugeot. Là, au moins, tous les soirs à la télé, on sait que c'est assemblé en France. J'ai tourné autour de la Peugeot, j'ai choisi la Peugeot, puis j'ai dit, voilà. Mais là, le pare-brise, les carters dans le moteur, les rétroviseurs, le vinyle, les sièges, ah ben ça vient de partout dans le monde. C'est made in the world, tout ça. L'OMC nous apprend que 60% du marché mondial, ce sont des pièces détachées, des composants, et que ça arrive de partout dans le monde. C'est made in the world. Donc la voiture Peugeot, elle n'est pas plus made in France, au fond, que la voiture Renault. Ce qui est intéressant dans cette histoire d'ailleurs, c'est que si d'aventure une industrie, pas Peugeot, mais une industrie avait des marges ou des compétitivités affectées par le fait que ce soit assemblé en France, je ne parle plus de Peugeot, là, évidemment, il serait obligé de gagner de la marge et de la valeur ajoutée sur son approvisionnement et son approvisionnement auprès de sous-traitants qui seraient obligés d'aller chercher très loin pour les avoir moins chers et à ce moment-là détruirait l'économie de ses propres sous-traitants français. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est Made in France, mais je ne suis pas sûr non plus que Made in France ce soit nécessairement productif ou ou susceptible de valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça se trouve, Made in France, c'est contre-productif. Alors j'ai été interviewé par une journaliste, je lui ai dit, tu sais, Made in France, je ne suis pas sûr. Voilà, alors un autre copain qui m'a dit, Toyota, c'est fabriqué à Valenciennes. Je lui ai dit, je ne vais quand même pas acheter une Toyota et enrichir les bureaux d'études, les bureaux marketing, les bureaux de design, les bureaux de conception japonais quand même. Je suis dans une démarche patriotique Made in France. Le journaliste me disait, mais Made in France, ça existe quand même. Parce que je lui disais, mais je ne suis pas sûr que ça existe au bout du compte. Il y a un steak. Un steak, tu vas l'acheter chez le boucher, il a été transformé dans une boucherie industrielle, abattu. Le bœuf était dans le champ. Fermier, un éleveur français. Ça, c'est Made in France. Je lui dis, oui, mais sauf que le bœuf, il a été engraissé par des tourteaux de soja du Brésil. Et la filière bovine, peut-être, vérifie, peut-être, je ne sais pas. Elle a été subventionnée par la politique agricole commune. Et là, l'argent, il est made in Europe. Et si ça se trouve, ça a subventionné la filière bovine déficitaire, mais ça a enrichi le fermier brésilien. Au bout du compte, non seulement le steak, il n'est pas plus made in France, mais si ça se trouve, la valeur ajoutée en achetant un steak chez mon boucher qui viendrait d'un bœuf français a enrichi le fermier brésilien. C'est-à-dire que la valeur ajoutée générée, elle est peut-être au Brésil. Je ne suis pas sûr que ça existe, made in France. Peut-être que c'est contre-productif. Dernière chose, alors à qui ça sert? Ça sert à des entrepreneurs, ça j'en suis sûr, qui disent sur leurs produits Made in France. Et avec ça, ils vont en vendre plus. Et là, je trouve quand même cette affaire-là un peu limite. Je suis dubitatif sur cette affaire parce que je n'ai jamais vu un chef d'entreprise ni une entreprise vendre des produits par devoir, mais toujours par intérêt. Et c'est la moindre des choses. Donc prétendre que par réflexe patriotique, il ferait des produits en France
pour mettre un logo Made in France et dire « moi je suis plus vertueux que mes concurrents », je trouve ça un peu limite. Et quand je vois des hypermarchés sur lesquels il est marqué « Made in France » pour un certain nombre de rayons, et que 30 mètres plus loin, il y a la galerie textile, le rayon textile, où l'ensemble des produits viennent de Chine, et que ces produits, depuis 40 ans, ont tué la filière textile française, je trouve que prétendre être le parangon de la vertu est quasiment indécent. Je ne fais pas de morale au niveau des supermarchés ou des hypermarchés qui vendraient des produits Made in China. Mes produits sont Made in China. Je dis simplement que prétendre être vertueux quand on ne l'est pas vraiment, je trouve ça indécent. Donc, Made in France est un concept qui ne me paraît pas valable. Made in France, ça vient d'où? Alors, je comprends néanmoins le redressement productif et Made in France parce qu'il faut garder les emplois en France et il faut garder les filières industrielles en France. Mais je ne crois pas qu'on va y arriver avec cet argument-là. Ça vient d'où le Made in France? Ça vient de deux paradigmes de l'ancienne économie de production. Le premier pilier, c'est le commerce bilatéral, c'est-à-dire je fabrique, je conçois, je fabrique quelque chose et je le vends ailleurs. Marché bilatéral. On a vu avec l'exemple de Peugeot, des équipementiers, etc., et du marché mondial, que tout ça n'existe pas, ça a explosé. Et le deuxième paradigme, qui est le paradigme de l'ancienne économie, c'est le paradigme de la compétitivité basée sur la productivité, le rendement et la qualité. C'est-à-dire, en un mot, c'est le paradigme pour les entreprises, les PMI, PME industrielles, c'est comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Et en faisant de mieux en mieux ce que je sais faire, évidemment, je vais gagner sur mon concurrent des marges, et avec ces marges, je vais pouvoir jouer sur le prix, être plus compétitif, etc., etc. Cette affaire, c'est parfait. Mais c'est parfait quand on est dans un univers de compétition loyale. Le jour où les Chinois arrivent et qu'ils font pour 3 fois moins cher, vous aurez beau faire, entreprise française, de mieux en mieux ce que vous savez faire, vous ne ferez pas moins cher que les Chinois, parce que la compétition n'est pas loyale. Et que si vous continuez sur ce paradigme-là, vous allez peut-être, en bon ordre, dans le mur. La dernière grande école de management, c'est le management de la qualité. Je mets des normes et des procédures pour faire de mieux en mieux ce que je sais faire. Je vais dans le mur, en bon ordre. Et donc, il faut réfléchir autrement. Arrive un autre paradigme. Pour un certain nombre d'entreprises, le paradigme n'est plus de faire de mieux en mieux ce qu'elles savent faire, mais de faire autre chose ou autrement avec ce qu'elles savent faire. Et ce paradigme n'est plus le paradigme du made in, c'est le paradigme du designed by. Un exemple, une entreprise de l'ouest de la France qui fait du tissage de fils d'acier. Son marché, ce sont les boucheries industrielles, les abattoirs. Ces produits, des gants de boucher, des cottes de mailles de boucher. Ils maîtrisent parfaitement l'outil industriel, ils comprennent parfaitement leur marché. Le problème, c'est que les Chinois arrivent. S'ils continuent à faire ça, ils sont morts. Et donc, cette entreprise doit réfléchir autrement. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire? Aujourd'hui, cette entreprise, qui est une entreprise du Maine-et-Loire, cette entreprise fait des abat-jours en fil d'acier tressé, fait des habillages, des aménagements d'espace, des rideaux de séparation dans les bureaux, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, etc. Et aujourd'hui, il s'installe à Shanghai. Ironie de l'histoire, il s'installe à Shanghai pour conquérir le plus grand marché du monde. Avec ce que je sais faire, comment je suis en capacité de faire autre chose. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont dû travailler avec des designers. Je prêche pour ma paroisse, évidemment. Ils ont dû travailler avec des designers. Pourquoi? Parce que les marketeurs de l'entreprise étaient démunis dans cette affaire. Puisque eux, ce qu'ils maîtrisaient, c'était le marché de la boucherie. Donc il n'était pas question pour eux d'envisager qu'ils puissent faire de la décoration intérieure. C'était une évidence. Leur portefeuille de compétences, les salaires, les rémunérations étaient sur leur capacité à pénétrer le marché de la boucherie. Vous savez, c'est cette histoire de Henry Ford qui dit « Si j'avais demandé à mes clients ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient répondu
des chevaux plus rapides. Eh bien là, le fait de passer par des designers a transgressé les codes et leur a permis d'aller autre part, autrement, et de faire autre chose. Une deuxième entreprise, PMI, qui s'appelle... J'ai un petit problème, apparemment. Une deuxième PMI qui est dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle Rotodesign, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé. Rotodesign fait des carters en polymère, des carters de moteurs de voitures, c'est-à-dire en polymère, c'est-à-dire des protections à l'intérieur des moteurs. Travaillé pour Peugeot, Forestia, etc. Du jour au lendemain, évidemment, on s'équipe en Chine, c'est mort. Aujourd'hui, cette entreprise fait, toujours avec les mêmes polymères, des chaises en polymère, des chaises extérieures, des aménagements de terrasses, des pots de fleurs de terrasse, etc., etc. Ils ont changé de métier. Eh bien, ce concept-là, c'est le concept du design by. L'entreprise qui a probablement le mieux compris cette affaire, c'est Apple. Apple change de métier tous les 2 ans. Je fais de l'informatique, je fais de l'usage, je fais de l'Internet, je vends de la musique, c'est-à-dire aujourd'hui 25 milliards de téléchargements iTunes. Qui pouvait penser il y a 20 ans qu'Apple allait devenir le premier vendeur de musique du monde? Ils font l'iPhone, la téléphonie, après ils font du service sur iPhone, et là ils font l'iPad. Alors l'iPad c'est formidable parce que c'est là aussi un nouveau paradigme marketing, là pour le coup, non plus industriel mais marketing, c'est que l'iPad c'est l'outil qui est fait par les gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que l'iPad est un produit qui vous permet de concevoir les produits et les services que vous entendez vous rendre à vous-même. C'est-à-dire comme si on passait d'une économie de la consommation à une économie de la contribution. L'économie de la contribution, c'est Wikipédia, vous savez. Wikipédia, c'est l'encyclopédie qui est faite par ceux qui la lisent. C'est-à-dire qu'il y a une encyclopédie, il y a 20 ans, c'était quelque chose qui était fait par des gens plus intelligents que vous et moi. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est l'encyclopédie qui est faite par les gens qui la lisent. C'est l'économie de la contribution. L'iPad, c'est ça. Si vous prenez votre iPhone ou votre iPad, ce qui est assez intéressant dans cette affaire, vous pouvez le retourner, c'est marqué « Designed by Apple », assemblé en Chine. C'est marqué derrière, vous pouvez vérifier, c'est tout petit, donc il faut avoir de bons yeux. Voilà le concept du design by. Design by Apple, assemblé par les Chinois. Et l'OMC nous apprend que sur un iPad, 150 $ en douane, il y a 5% qui partent en Chine, le reste part aux États-Unis. C'est-à-dire en recherche, en innovation, en marketing, en marque. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à garder leurs emplois sur effectivement le design, l'innovation, la recherche, le développement. C'est ça qui va nous permettre de garder nos entreprises, nos PMI, PME dans nos régions en France. Et définitivement, il faut casser ce concept du Made in et croire qu'on va pouvoir boxer sur nos chaînes de production. Il faut encourager l'investissement autour du design, autour de l'innovation, autour de la recherche, autour de la formation des hommes et des femmes, parce que changer, muter, qui sont des valeurs, ça suppose que les gens à l'intérieur soient préparés pour changer, parce que ça fait peur de changer, incontestablement. C'est-à-dire quand vous expliquez à une entreprise qu'elle va passer du marché de la boucherie au marché de la décoration intérieure, vous imaginez à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que les gens vont dire bon, on ferme quand, quoi, en clair. Bon. Donc, c'est effectivement la formation aussi des hommes et des femmes pour préparer ce changement. Alors, je voudrais conclure en vous disant, j'ai essayé de faire mon devoir, Made in France, je n'y crois pas. En revanche, je crois au concept Design by France. Pourquoi? Parce que je voyage beaucoup et que la France est assise sur une pépite qui est la reconnaissance de la création française. Dès qu'on passe la frontière, être designer français a du sens, comme les designers italiens. Alors moi, je ne suis pas designer, sauf quand je passe la frontière. Parce que comme je suis un peu cabot,
ça m'arrange des fois. Être designer français, ça a du sens. La création française, ça a du sens. Partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi les designers français ne sont pas meilleurs que les autres, ça c'est un mensonge, mais il n'empêche que probablement la Renaissance, probablement les impressionnistes, probablement l'abstraction, probablement Montparnasse et je ne sais pas quoi, Paris, tout ça, ça fait sens. Le designer le plus connu au monde, il s'appelle Philippe Starck, il se trouve qu'il est français. C'est quand même formidable, c'est une chance. Tout ça, ça fait sens et tout ça, c'est facteur de valeur ajoutée pour toutes nos entreprises. Donc le concept Design by France, c'est-à-dire essayer de retrouver des valeurs et de la valeur ajoutée économique sur ce concept-là, fait sens. Et j'aime bien ce concept-là aussi, pour une raison simple, c'est que le monde se globalise. Plus le monde se globalise, plus on court le risque de la standardisation, et plus l'identité devient déterminante. Et plus être français devient déterminant dans ce monde globalisé. Je viens d'un pays où il y a un poète qui s'appelle Pierre-Jacques Elias, et Pierre-Jacques Elias, il a dit « Avant de devenir quelqu'un, on vient de quelque part ». Je vous remercie.